Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire donc, en partenariat avec Schema et l'École supérieure de la banque sur la thématique des critères ESG et leur impact finalement sur le secteur bancaire et de la finance. Donc, on a avec nous Stéphane Déo et Stéphanie Chobin qui pourront parler de ce sujet tout le long de ce webinaire qui sera composé donc d'une première partie plus contenu et d'une deuxième partie qui sera dédiée à vos questions. Donc pour les questions, puisque vous avez les micros coupés, je vous propose de les poser directement tout au long du webinaire dans le chat. Et on reviendra dessus sur la deuxième partie. Donc, je vous propose de démarrer. Donc, comme présenté, nous avons avec nous Stéphane et Stéphanie qui peuvent prendre la parole du coup pour donner un petit mot sur leur profil. Stéphanie, à toi l'honneur. Parfait. Je suis Stéphanie Chobin, je suis experte en finance durable. Après une carrière d'analyste et de gérante de fonds, j'ai créé mon cabinet de conseil pour accompagner les acteurs financiers à positionner leurs propositions de valeur ESG et pour répondre à leurs besoins de formation en finance durable. Alors Stéphane Déo, moi j'ai une formation d'économiste il y a très longtemps. J'ai fait toute ma carrière en banque d'affaires comme économiste et stratégiste. Goldman d'abord, puis Warburg, qui est devenu UBS Warburg. Donc essentiellement Londres et New York. Je suis rentré en France il y a quelques années où je suis passé côté gestion. Et là, je travaille pour Eleva où on vient de lancer un fonds multi-actif global que je gère. Et en parallèle, je suis professeur affilié à Schema et je fais aussi de la recherche académique pour maintenir le suspense. Je vous en dis pas plus, mais j'en reparlerai dans 10 minutes, un quart d'heure. Super, merci. Et donc, du coup, moi, je suis Océane Ley-Sancho, je travaille à l'École supérieure de la banque et je suis responsable produit marché, notamment sur les deux parcours où on reviendra dessus, les parcours ESG en partenariat avec Schema. Alors, de quoi allons-nous parler pendant ce webinaire? On va faire un focus sur ce marché qui est en forte croissance. On parlera évidemment des opportunités d'investissement, des opportunités clients en parallèle, un petit focus sur le panorama du cadre réglementaire, et sur la gestion des risques. Donc, je laisse Stéphane et Stéphanie prendre la parole. Alors, je crois que c'est moi qui démarre. Comme vous pouvez le voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 30 trillions de dollars sont investis à l'échelle mondiale dans des actifs d'investissement durable. Et ce marché connaît un taux de croissance annuel de l'ordre de 20% hors États-Unis. Il y a donc de nombreuses opportunités d'investissement et plus largement que ce que je vous montre là sur la slide, je vais commenter le contexte général dans lequel s'inscrivent ces investissements, car il est très important, à mon avis, de comprendre tous les enjeux. La finance durable, elle a émergé en réponse à la crise du modèle de croissance actuel, notamment en matière climatique, énergétique et en matière de biodiversité. Depuis les accords de Paris en 2015, en fait, on a pris conscience de la nécessité d'une nouvelle façon de penser l'économie qui doit permettre de répondre aux besoins des hommes dans la limite de ce que la planète peut leur offrir. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur, on peut même dire vital. Dans ce contexte, des objectifs clairs ont été fixés à l'échelle européenne pour y répondre. La Commission européenne, elle a lancé en 2018 un plan d'action pour la finance durable pour respecter l'engagement de l'accord de Paris. Et en France aussi, l'accélération de la transition écologique et la réindustrialisation verte sont des priorités gouvernementales. Donc concrètement, cela nécessite des investissements massifs pour modifier en quelques années nos systèmes de production et de consommation. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, l'Union européenne, ça doit être à peu près un investissement d'environ 180 milliards d'euros par an notamment dans les infrastructures durables comme les transports, l'énergie, les bâtiments, pour atteindre les objectifs climatiques d'ici 2030. En France, on estime à près de 70 milliards d'euros par an les investissements nécessaires en faveur du climat, là aussi à horizon 2030.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des capitaux disponibles pour financer ces investissements supplémentaires. Mais le véritable enjeu est de mobiliser cette épargne, de développer des instruments financiers qui orientent le capital vers une économie bas carbone. Les banques, parce qu'elles financent l'économie et qu'elles sont des investisseurs de long terme, elles jouent un rôle moteur dans cette réallocation des investissements. Elles se sont engagées à financer la transition écologique de leurs clients, d'ailleurs que ce soit les entreprises, les collectivités locales ou les particuliers. Par exemple, elles financent les projets d'énergie renouvelable, le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique. Elles vont financer les infrastructures durables comme les transports en commun, la rénovation énergétique des bâtiments. Elles investissent également dans des entreprises qui développent des technologies propres, des solutions de gestion de l'eau, des systèmes de recyclage, etc. Donc tout ceci constitue des opportunités d'investissement particulièrement vastes. Les banques françaises, en 2022, ont multiplié par 2 leurs encours de crédit vert et durable par rapport à 2021, je crois, à 200 milliards d'euros. Les banques proposent également à leurs clients des fonds d'investissement qui intègrent des critères ESG dans leur processus de sélection des investissements. Ces fonds sont un marché en pleine croissance. Comme vous pouvez le voir donc sur cette slide, la slide suivante, en fait, opportunité d'investissement, plus de la moitié des fonds en Europe sont désormais classés comme durables. En fait, ça correspond aux catégories articles 8 et 9 de la réglementation SFDR. Cette croissance, elle est portée par la demande de plus en plus forte des investisseurs. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que les thématiques se diversifient. La biodiversité, par exemple, l'investissement dans des projets de restauration et de préservation d'espaces naturels. Vous allez aussi voir de plus en plus des investissements dans des entreprises qui sont spécialisées dans la gestion de la consommation d'eau ou le contrôle de la pollution de l'eau. Ça, c'est un marché très vaste qui devrait croître, je crois, de l'ordre de 6 à 8% par an, donc plus que l'inflation. Le social, évidemment, est important en investissant dans des entreprises ou des projets qui génèrent un impact dans les secteurs de l'emploi, du logement, de la santé, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités d'investissement. Elles vont s'accélérer dans les prochaines années. Et c'est d'ailleurs, plus globalement, l'opportunité de se différencier, d'attirer de nouveaux talents et de nouvelles compétences, et même de repenser plus globalement la relation client, en fait, de se préparer à la banque de demain. C'est aussi indispensable pour sécuriser les investissements proposés aux clients grâce à une meilleure gestion des risques, comme va nous l'expliquer Stéphane. Merci beaucoup Stéphanie. Alors, Stéphanie nous a expliqué qu'il y avait des perspectives d'investissement, d'évolution. Moi, je vais commencer en mettant ma casquette de gérant de fonds. Pour moi, gérer un fonds, c'est pas seulement générer de la performance, c'est aussi gérer du risque. Et ça, on l'oublie, et on l'oublie trop souvent, je pense. Et ce que je voudrais vous expliquer maintenant, c'est que oui, il y a des perspectives d'investissement, très clairement, mais l'ESG vous permet aussi de gérer le risque de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus pertinente que si vous ne preniez pas ça en compte. Alors, j'ai changé de casquette, donc j'enlève ma casquette de gérant, je mets ma casquette de professeur et de chercheur. En fait, le papier qu'on a publié avec Michel Ferrari, qui est un autre professeur de Schema, c'est sur la performance des entreprises et le taux de féminisation. La question, c'est est-ce que les entreprises plus féminisées sont plus efficaces ou pas que les entreprises moins féminisées? Alors la réponse est simple, c'est oui. En tout cas, nous, on a des données qui montrent ça. J'ai extrait juste un chart pour illustrer cette idée-là. Le graphique que vous avez sous les yeux, vous voyez sur l'axe horizontal, vous avez le pourcentage de femmes au COMEX
Et sur l'axe vertical, vous avez le bêta, qui est donc une mesure du risque de l'entreprise. Et vous voyez que plus vous vous déplacez vers la droite, c'est-à-dire plus il y a de femmes, plus le bêta, c'est-à-dire le risque, baisse. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez une variable qui n'est pas une variable financière, qui est le pourcentage de femmes au COMEX, et qui vous donne une information qui est très pertinente sur le profil de risque de l'entreprise. Alors juste pour rentrer un petit peu dans les détails, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon je vais prendre 3 heures et je vais me faire gronder, mais un des éléments, c'est de montrer que quand vous avez une société qui est plus diverse, mais vous avez des gens qui ne pensent pas de la même manière, donc qui regardent des risques différents, donc qui appréhendent les risques de manière plus pertinente. Et quand il y a un risque qui arrive, vous avez des solutions qui sont plus créatives que si vous avez que des personnes qui sont toutes identiques. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est Christine Lagarde qui disait si Lehman Brothers s'étaient appelés Lehman Sisters, ils n'auraient peut-être pas fait faillite. Je ne sais pas si elle a raison, mais vous voyez, le point est important parce que quand on parle de risque ESG, on a souvent à l'esprit les risques climatiques. Alors, il y a un énorme papier de la BCE qui a été publié il y a 1 an à peu près sur le sujet. Donc, c'est les risques d'incendie, c'est les risques de flooding, etc., etc. C'est évidemment un élément qui est important. Tous ces risques naturels deviennent de plus en plus prépondérants, en particulier dans l'assurance. Vous avez De Castries, qui était le PDG d'AXA, qui disait un monde à plus 3 degrés n'est pas un monde assurable, parce que vous aurez trop de risques, vous aurez trop de dommages, etc., etc. Donc cette gestion du risque est vraiment très très importante, mais c'est vrai aussi c'est pas uniquement la partie E, c'est la partie S et la partie G aussi. Et donc cet exemple-là montre bien que vous avez une variable non financière qui vous renseigne sur la pertinence du risque. Alors juste pour finir sur ce sujet et pour finir sur l'exemple que j'ai pris, en fait nous ce qu'on montre c'est qu'on a bien une courbe en cloche. C'est-à-dire que si vous regardez le nombre de femmes dans une entreprise, vous voyez que là, sur le COMEX, on ne dépasse pas les 40%, malheureusement. Il y a des entreprises où on dépasse 50% de femmes. En fait, ça baisse après la productivité. Donc, dit autrement, c'est vraiment la diversité qui compte. C'est pas le pourcentage de femmes. Il y a un point optimal qui est du 50-50, qui est une diversification. Donc, je suis désolé, mesdames, pour la mauvaise nouvelle, il va falloir garder quelques hommes quand même. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait féminiser un petit peu plus les entreprises. Donc, voilà où je voulais en venir. Pour moi, c'est un point qui est très, très important parce que, une fois de plus, quand vous regardez un bilan bancaire, quand vous regardez un processus d'investissement, tous les tests vous montrent que éviter les risques, c'est au moins aussi important que sélectionner les bons dossiers. Et donc, si vous avez quelque chose qui est pertinent en termes d'identification du risque, donc si vous utilisez les critères ESG de manière pertinente, vous allez être bien meilleur que les autres. On va revenir sur le sujet peut-être plus tard, mais l'argument va dans les deux sens, à 2 dimensions, pardon. La première dimension, c'est quelle est la probabilité du risque. Et ça, c'est très vrai, par exemple, sur le risque souverain. C'est-à-dire que quand vous avez un score mauvais, un ESG, par exemple parce qu'il y a de la corruption, par exemple parce que le système administratif est pas bon, mais vous avez une probabilité de défaut qui est plus importante. Donc ça, c'est l'aspect évident. Mais il y a un autre aspect, c'est que lorsque le score ESG est faible pour le risque souverain, quand vous avez un défaut, le défaut en général se passe beaucoup, beaucoup plus mal. C'est-à-dire que quand vous avez, une fois de plus, beaucoup de corruption dans un gouvernement, le jour où le gouvernement fait défaut, il a beaucoup plus de difficultés à prélever des revenus, etc., etc. Et donc, vous voyez, vous jouez sur les 2 dimensions, à la fois la probabilité du risque qui est influencée,
mais aussi la taille du risque qui devient beaucoup plus importante. Et évidemment, ça joue en sens inverse, c'est-à-dire que lorsque vous avez un profil de risque qui est plus faible, ben forcément vous avez ce qu'on appelle nous dans notre jargon une convexité, c'est-à-dire que vous évitez de descendre quand il y a une perte. Par contre, vous êtes complètement exposé à la hausse. Donc, vous voyez, vous créez une espèce d'asymétrie sur votre investissement où vous bénéficiez à plein des hausses et vous êtes protégé sur les baisses. Ça, c'est quelque chose qui est, c'est le Saint Graal pour un investisseur. Et voilà, j'espère vous avoir convaincu que c'est pas uniquement une question de rentabilité, c'est aussi une question de gestion des risques. Et j'espère que mon exemple sur les femmes vous a convaincu. Je te repasse la parole, Stéphanie. Alors, là, merci Stéphane. Oui, alors, la réglementation, on assiste à un véritable foisonnement réglementaire depuis les accords de Paris. Différents textes au niveau européen et en France d'ailleurs ont introduit des obligations en matière de finances durables. D'ailleurs, l'Europe est pionnière en matière de réglementation environnementale et de toute évidence, le financement des enjeux ESG par les banques en Europe n'est aujourd'hui plus une option. Alors, ce cadre réglementaire très complet, il va mobiliser les banques sur les prochaines années. Que dit la réglementation en matière de finances durables? Qu'elle s'applique à l'ensemble des acteurs et l'ensemble des métiers de la finance. Et notamment, si je me concentre sur les 4 réglementations clés là que vous voyez, les banques doivent publier la part économique durable qu'elles financent selon des critères techniques définis dans la taxonomie européenne, qui est un outil de classification des activités environnementales durables. C'est une réglementation très complexe, mais qui peut servir d'outil aux banques pour identifier les entreprises en transition, c'est-à-dire celles dont le chiffre durable est encore faible, mais dont les dépenses d'investissement sont alignées sur la taxonomie. Ces dépenses peuvent d'ailleurs faire l'objet d'un financement par les banques. Avec la directive SFDR que vous voyez là aussi, Sustainable Finance Disclosure Regulation, elles doivent revoir leur reporting ESG dans un cadre transparent pour éviter le greenwashing. Et notamment, depuis cette année, les fonds d'investissement durable doivent publier des indicateurs ESG précis, par exemple l'empreinte carbone, l'exposition aux entreprises actives dans le secteur des énergies fossiles. L'objectif, c'est de répondre aux craintes des investisseurs. Par exemple, est-ce que la société dans laquelle j'investis contribue à accroître le risque de sécheresse ou est-ce qu'elle va financer des activités qui affectent les zones sensibles à la biodiversité? Troisième réglementation sur votre slide, la directive CSRD, Corporate Sustainability Directive. Elle a été votée cette année et elle va imposer à environ 50 000 entreprises en Europe de publier un reporting portant aussi bien sur les incidences des enjeux ESG sur leur performance financière que sur les incidences de leurs activités sur les personnes et sur l'environnement. Donc, les entreprises, elles vont devoir reporter un très grand nombre d'indicateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ces données ESG, elles deviennent aussi importantes que les données financières et qu'elles vont être auditées. Au niveau des banques, qu'est-ce que ça veut dire? Cette nouvelle directive CSRD, elle va nécessiter de collecter des centaines d'indicateurs auprès des entreprises et surtout d'analyser toutes ces données. Dernière réglementation que vous voyez, MiFID II. Donc, en tant que prestataire de services d'investissement, les banques, elles doivent, depuis cette année-là encore, intégrer les préférences de durabilité des clients dans leur processus de conseil et de vente.
Et là encore, c'est un enjeu très important. 66% des Français déclarent que les enjeux de développement durable sont importants pour eux. Et seulement 10% d'entre eux détenaient des placements responsables ou durables en 2022, selon un baromètre récent de l'épargne. Donc, qu'est-ce que cela traduit? Clairement que les épargnants sont dans le brouillard face à une multitude de produits verts et que les conseillers bancaires ont un rôle clé pour les informer, pour les rassurer sur des questions comme est-ce que ce fonds va répondre à mes valeurs ESG et compatible avec mes projets de financement? Est-ce qu'il est aussi sûr et rentable en fait qu'un autre produit financier? Ou quel sera en fait l'impact de mon placement sur l'environnement et la société? Donc c'est un gros travail de pédagogie à faire pour apporter des réponses concrètes aux épargnants sensibles aux enjeux ESG. Donc, je dirais que pour terminer sur ce volet réglementaire, d'une façon globale, le défi pour les banques, c'est d'introduire ces réglementations qui sont nouvelles, complexes, qui continuent à évoluer dans leur fonctionnement et dans l'ensemble de leur métier, jusque dans leur relation avec les clients. Donc, en pratique, il est très important qu'elles travaillent en mode projet, en impliquant toutes les fonctions, tous les métiers de la banque et en formant leurs équipes, bien sûr, pour se préparer à répondre à ces nouvelles exigences réglementaires. Et bien sûr aussi pour répondre aux attentes croissantes de leurs clients, comme va le développer Stéphane, je crois. Oui. Alors, pour conclure sur les attentes des clients, vous voyez, pour nous, il y a deux raisons de faire de l'ESG. Il y a une raison qui est réglementaire, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Et il y a une autre raison, c'est que l'ESG permet d'avoir des meilleurs investissements, permet de progresser. Moi, j'avais écrit un article il n'y a pas longtemps qui j'avais mis comme titre l'ESG rend intelligent. Donc ça, c'est les deux arguments. C'est l'argument bad cop, good cop. Alors Stéphanie s'est sacrifiée, elle a fait la partie bad cop en disant il y a la réglementation, que ça vous plaise ou pas, il faut le faire. Mais je pense qu'il y a un élément qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, et moi qui me tient à cœur, c'est que l'ESG permet aussi d'être meilleur sur la gestion. Ça crée des opportunités. On ne pose souvent ESG, développement durable, avec rentabilité financière ou avec efficacité. C'est faux. Les deux peuvent être compatibles dans une certaine mesure. Donc, connaissant ça, on a une explosion à l'heure actuelle des fonds qui sont sous gestion en ESG. Bon, là, j'ai pris un exemple qui est l'exemple des obligations durables, les green bonds, social bonds, etc. Vous voyez qu'on est sur un chemin qui est complètement exponentiel. Pour moi, c'est la conjonction de plusieurs facteurs qui expliquent ça. D'abord, réglementaire, on n'a pas le choix. Ensuite, il y a de la part des banques, de la part des gérants, un push dans ce sens-là. Il y a aussi, en sens inverse, de la part des clients, une demande qui grandit énormément. Vous le voyez dans les réseaux. Alors Stéphanie en a un petit peu parlé. Pour l'instant, la plupart des investisseurs individuels ont une demande, mais ne sont pas forcément équipés pour ça, complètement, ou pas suffisamment. Mais c'est vrai aussi des investisseurs institutionnels. Alors juste pour vous donner une anecdote, moi j'ai lancé mon fonds début juillet. J'ai vu quelques grands investisseurs institutionnels avec qui je m'entends très bien, qui m'ont dit Stéphane, t'es bien gentil, mais si t'es pas article 8, nous on n'ouvre même pas le dossier. Donc c'est même pas négociable. Alors on va être article 8 hein, d'ici quelques jours, voire quelques heures, on a le régulateur qui nous est revenu. Mais donc là aussi, vous voyez, vous avez une conjonction. En fait, tout le monde pousse dans le même sens en même temps. Les gérants et les banques qui ont besoin de ces éléments-là pour optimiser leur gestion. Les clients, que ce soit des clients individuels ou des clients institutionnels. Et la réglementation qui vous force de toute façon à aller dans ce sens-là.
Là où le bas blesse pour moi, et là aussi je veux revenir sur ce que disait Stéphanie, c'est qu'effectivement, on est sur un monde qui est extrêmement mouvant, la taxonomie a changé récemment, c'est normal. Pourquoi vous avez un graphique comme ça avec quelque chose qui est en exponentiel très impressionnant? C'est qu'il y a 10 ans, la finance verte n'existait pas ou quasiment pas. J'exagère un peu, je caricature, mais c'est quasiment le cas. Et donc, vous avez eu beaucoup de choses qui ont été faites de manière, je dirais pas anarchique, mais de manière un petit peu désordonnée. Je trouve que la phase actuelle est très intéressante parce qu'on essaye de créer une norme. Et pour ça, il faut remercier l'Union européenne en particulier qui fait des efforts énormes. Donc, il y a une norme qui est en train de se créer petit à petit, qui est en train d'émerger. Et c'est une norme qui va, je pense, structurer de manière fondamentale l'industrie de la finance au sens large. Et là-dedans, j'inclus les banques, les assurances, les banques d'affaires, toute la partie gestion, etc., etc. Donc voilà, ça nous donne des perspectives très importantes, je pense, de croissance. Mais une fois de plus, et je finirai sur ça, gardez à l'esprit qu'il y a indubitablement un aspect contraignant légal qui, à mon avis, est très bienvenu parce que de toute façon, il faut le faire. Mais il y a aussi un aspect qui est très, très positif. Alors, je finirai sur une anecdote. J'ai, pour Schema, fait une présentation à un board d'une grande entreprise cotée. Quand je parle d'ESG en leur disant vous n'avez pas le choix, etc., je vois tout le monde qui fait la moue. Quand je commence à dire une société plus féminisée, c'est une société qui gagne plus d'argent, il y a même le directeur financier qui commence à être intéressé et qui me dit oulala, mais c'est intéressant l'ESG. Donc, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas opposer complètement les deux. Les deux ne sont pas incompatibles. Au contraire, c'est un moyen de trouver des opportunités pour le futur. Voilà ce que je voulais dire. Je te repasse la parole, Océane. Je vous remercie Stéphanie pour ces clés de lecture sur les critères ESG. Donc pour accompagner ces sujets, Schema, en partenariat avec l'École supérieure de la banque, propose 2 parcours de formation. Un parcours conseillé qui est plus court sur 3 jours, dont Stéphanie est d'ailleurs intervenante, qui va être plus généraliste et va permettre d'accompagner du coup les agences sur le conseil et travailler notamment la posture en vente et l'approche client. Et un second parcours qui est lui un peu plus long, qui est sur 9 jours, qui est finançable via le CPF, qui est expert et qui va là amener du coup les personnes en banque à prendre des décisions de financement. Donc nous avons ces parcours avec des sessions qui ouvrent au mois de janvier 2024 et prochainement en septembre 2024. Si vous êtes intéressé par ces 2 parcours, vous pouvez scanner les QR codes qui sont présents en haut à droite pour les 2 parcours qui vous amèneront directement sur le site pour avoir le programme détaillé, les objectifs pédagogiques et les liens d'inscription. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Je vous propose qu'on passe à la partie FAQ, comme on dit. Hop, je vais couper le partage si ça vous va. Hop. Donc, on avait quelques questions qui ont été posées lors des inscriptions à ce webinaire. On commence par une première question. Donc, Stéphanie, pensez-vous que les ESG soient suffisants afin de décarboner l'économie et de ne pas empirer le dépassement des limites planétaires? Je vais peut-être la prendre si ça te va, Stéphanie. La réponse est non, à mon avis, très clairement. C'est une condition nécessaire parce que si on n'a pas ces contraintes, on n'y arrivera jamais. Après, c'est pas forcément une condition suffisante parce que c'est pas juste une mesure comme celle-là qui va changer la face du monde. Moi, j'ai une vision honnêtement assez pessimiste sur la décarbonation de l'économie. On a la consommation mondiale de pétrole qui continue de progresser doucement. On a des grands pays émergents qui veulent avoir un niveau de vie comparable au nôtre et donc qui consomment de plus en plus de carbone et qui émettent de plus en plus de carbone. Donc, est-ce que ça veut dire que les critères ESG en Europe ou même dans l'OCDE vont sauver la planète? Probablement pas. Il faut faire plus. Alors, il y a plein de solutions, hein, mais il faudra les mettre en place. Est-ce que ça veut dire que
puisque c'est pas suffisant, il faut pas les faire. Ben non, il faut quand même le faire. Je pense que c'est un très très bon pas dans le bon sens. On a par exemple sur les fonds d'investissement maintenant des contraintes beaucoup plus strictes sur l'investissement sur les compagnies pétrolières. Ça vient de changer. C'est très bien. Moi, quand je rencontre des compagnies pétrolières maintenant, en tant qu'investisseur, ils me disent notre but, c'est pas de faire du volume. Notre but, c'est de maximiser le profit sur les réserves qu'on connaît déjà. Donc implicitement, ils vous disent on va plus faire de prospection, on va pas investir sur le futur, on va juste sortir le pétrole des puits qui existent. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plus du tout la logique où on faisait le plus de puits de pétrole possible, etc., etc. Est-ce que ça suffit? Non. Mais pour moi, ça met très clairement une partie de la finance dans le bon sens. Ça pousse dans le bon sens. Et ça a des résultats, hein, une fois de plus. Hein. Ça crée des résultats. Donc voilà. Est-ce que ça nous sauvera tout seul? Non, c'est pas suffisant. Malheureusement. Merci Stéphane pour cette réponse complète. On avait une seconde question. Quels sont les éléments clés pour monter un bon dossier de crédit? Je vais essayer d'y répondre. Les éléments clés pour une majorité des banques, je dirais, c'est le climat. D'abord parce que ça a été jusqu'à présent une priorité pour les régulateurs prudentiels. Plus largement, aujourd'hui, le BA, donc l'autorité bancaire européenne, elle attend des banques qu'elles intègrent les critères ESG dans leur politique et dans l'ensemble de leur politique et procédures d'octroi de crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut cartographier, évaluer les risques ESG dans les portefeuilles. Donc, par exemple, quelle est l'exposition de mon portefeuille sur les énergies fossiles? Comment les risques sont distribués, sur quel secteur ils sont concentrés. Après, vous allez avoir une approche plus micro, on va dire. Donc, quel est l'impact des facteurs ESG sur le business model, sur la performance de l'entreprise que je finance? Là, ce qui est pas facile, c'est qu'il faut savoir identifier la matérialité ESG, c'est-à-dire quels sont les enjeux ESG important pour l'entreprise et pour ses parties prenantes. Et je pense qu'il y a un troisième volet qui est important aussi, c'est intégrer les critères ESG dans la valorisation des garanties. Donc, je pense notamment aux performances énergétiques des bâtiments pour les prêts immobiliers. Ça, c'est un énorme enjeu business, sachant qu'environ un quart des portefeuilles des banques françaises sont des prêts immobiliers. Où là, c'est un secteur qui fait face à du risque climatique et où les décotes ont commencé. Super, merci beaucoup. Autre question, la finance durable peut-elle résister aux enjeux de rentabilité et de développement de parts de marché? Je prends. Alors, oui. La réponse, la dernière fois, la précédente question, je vous ai dit non. Là, je vous dis oui. Ça peut résister. Et une fois de plus, je pense qu'il y a cette vue très malthusienne, en particulier en France, qui est décroissance. Si on veut sauver la planète, il faut décroître, etc., etc. Alors, pour l'anecdote, pour atteindre les objectifs de Paris, il faut réduire la consommation de l'équivalent de la crise Covid chaque année. Donc, si vous voulez faire que de la décroissance, il vous faut un Covid cette année, 2 Covid l'année prochaine, 3 Covid dans 2 ans, etc., etc. Donc, la décroissance simple, moi, je suis extrêmement dubitatif que ça nous sauve. Au contraire, je pense qu'on a besoin d'investissement dans les énergies vertes. On a besoin de progrès technologiques. Et une fois de plus, l'ESG permet de beaucoup mieux appréhender non seulement la rentabilité, mais aussi le risque des investissements. Donc, on a beaucoup tendance, c'est un peu la réaction pavlovienne, de dire mais si j'ai des critères ESG, ça va à l'encontre de ma rentabilité et c'est forcément mutuellement exclusif. Alors, ça peut être exclusif.
C'est-à-dire que quand on dit, vous voyez, nous, on n'investit pas dans les entreprises qui opèrent dans des pays où il n'y a pas de réglementation sur le travail des enfants. Bon, c'est d'un point de vue purement financier, c'est évidemment optimal de faire travailler des enfants parce que c'est moins cher. Donc, quand vous imposez une contrainte comme ça, forcément, ça va à l'encontre de principes financiers purs et durs. Donc, effectivement, il y a des moments, c'est incontestable, où les objectifs ESG vont à l'encontre des objectifs purement financiers. Mais c'est pas systématique. Loin de là. Et alors, je suis peut-être un doux rêveur, hein, mais moi, ce que je vois dans mon métier de tous les jours, c'est une fois de plus que les deux choses ne sont pas incompatibles la plupart du temps, et au contraire, que le l'ESG crée des opportunités d'investissement, crée de la valeur, diminue le risque, etc., etc. Donc, je ne veux pas vous donner une réponse blanc et noir en disant tout va très bien, c'est parfaitement compatible, c'est pas vrai. Mais je pense que l'idée que l'un et l'autre sont incompatibles est tout aussi fausse, si ce n'est encore plus fausse. Donc la réponse à la question, c'est non, 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 on peut faire les deux en même temps et on peut avoir les deux, tout à fait. Merci. Une question plutôt côté banque. Quels sont les principaux défis auxquels les institutions bancaires sont confrontées lorsqu'elles intègrent des critères ESG dans leur stratégie? Pour moi, là, alors. Alors oui, les banques, elles doivent adapter leur stratégie puisque les caractéristiques ESG deviennent un choix, en fait, un critère de choix au même titre que les critères comme le rendement, la liquidité ou le risque. Donc elles doivent développer les compétences et l'infrastructure pour intégrer ces nouveaux critères. Avec, en termes de défis, je dirais probablement les données, hein. On parle d'ailleurs de big data ESG, c'est-à-dire que on doit collecter et analyser une énorme masse de données qui ne sont pas encore homogènes. Des défis en termes de méthodologie pour pouvoir sélectionner les meilleures entreprises sur la base de ces nouveaux critères ESG. Et trois, plus largement, des défis en termes de développement d'une culture, d'une gouvernance de banque responsable. Ce qu'il faut comprendre, à mon avis, c'est que c'est pas du tout business as usual. Les enjeux environnementaux impliquent une véritable transformation de l'ensemble des stratégies, de l'ensemble des process d'investissement des banques. Super, merci beaucoup Stéphanie. Une question qui mêle deux sujets d'actualité. Quel rôle joue l'IA dans la mise en œuvre des critères ESG dans le secteur bancaire? Alors je peux l'apprendre parce que j'ai un peu travaillé sur le sujet. On avait fait un modèle d'IA, ça s'appelle du random forest. Je sais pas s'il y a des spécialistes dans la salle, mais bon. Une fois de plus sur les souverains, c'est-à-dire on essayait de prévoir la probabilité qu'un État souverain fasse défaut. Et en fait, on avait donné au modèle tout un tas de variables financières, évidemment, donc déficit, dette, etc., tous les usual suspects financiers, et on avait donné au modèle des variables ESG sur la gouvernance, sur la corruption, sur le système légal, sur la liberté de la presse, etc., etc. Et on avait laissé le modèle travailler. Et en fait, un tiers de l'information qui avait été choisie, c'était de l'ESG. Donc ça montre bien que, alors je suis désolé de radoter, je vais encore vous dire que l'ESG est important pour appréhender les risques, etc. Mais quand vous donnez des variables comme ça à l'IA, elle les prend bien en compte et elle les utilise. Et je pense que l'IA est particulièrement pertinente et utile et efficace à appréhender ce genre de choses. Là aussi, je vais prendre un exemple. Pour beaucoup d'entreprises, vous avez un problème de réputation. Alors, si vous faites un fichier Excel, moi, je ne sais pas trop mesurer problème réputationnel d'une entreprise ou d'une autre.
Vous avez des programmes d'IA. D'ailleurs, il y a une entreprise, il y a une start-up qui s'est montée sur ça, qui en fait lit tous les articles. Donc ils prennent toute la presse française, étrangère, machin. Ils lisent des milliers d'articles. Alors quand je dis ils, c'est l'IA, hein. C'est pas un monsieur qui au fond d'un bureau est en train de tout lire. Ils lisent tous les articles et ils ont un score de risque réputationnel. Ça, l'IA le fait très très bien. Une fois de plus, si vous savez le faire avec un fichier Excel, chapeau, parce que moi je sais absolument pas même commencer à faire un truc comme ça. Mais vous voyez, pour traiter des données qui sont non financières, donc qui sont non quantifiables, donc qui sont pas des tableaux de chiffres, ben, très clairement, l'IA est vraiment un saut quantique qui peut nous aider énormément. Et moi, je l'ai testé à mon niveau, ça marche. Et il y a même des startups maintenant qui se montent spécifiquement sur ça. Et donc, ils vous vendent de la donnée après, qui vous disent ben, la probabilité que telle société ait un risque réputationnel, c'est tant. Et d'ailleurs, les médias sociaux commencent à parler de tel sujet ou de tel sujet. Donc, c'est ça qu'il faut suivre. Super, merci Je suis beaucoup. complètement On d'accord, est... oui, avec toi, Stéphane. Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui un très bon outil d'amélioration des process d'évaluation ESG. Je le vois aussi quand j'accompagne des acteurs financiers, tous ces défis data là, qu'on a évoqués, masse d'informations à traiter, fiabilité des données, manque de données. En fait, les acteurs financiers, dans une première étape, ont acheté le maximum d'informations auprès de fournisseurs de données externes. Ça leur a coûté très cher, ça leur a pris énormément de temps là aussi à comprendre les liens, ils n'y arrivent pas complètement. Et l'IA est une solution alternative pour essayer de faire converger tout ça et en gros arriver à en extraire en fait de la décision. Super, merci à vous deux. On a une question en ligne. Si on pouvait rappeler la définition des critères ESG. Environnement, social et gouvernance. Merci Stéphanie. Nous avons une seconde question. L'étude avec le modèle Random Forest a-t-elle fait l'objet d'un papier? Si oui, pouvons-nous avoir la référence? Non. Ça m'intéressait au moins. Non, je suis désolé. Alors, je me suis présenté un peu rapidement. Moi, j'ai rejoint Eleva, donc la société où je suis à l'heure actuelle en mai. Avant, j'étais chez Ostrom, donc qui est un des gérants dans la galaxie Natixis. Et c'était un modèle qu'on avait développé. Enfin, c'est les quants d'Ostrom qui avaient développé ça. Je dis je me l'approprie. C'est un peu prétentieux. J'ai pas fait grand-chose. Et donc, c'est un modèle interne qui marchait pas mal en fait. Et voilà. Donc, ben non, désolé, c'est pas disponible, c'est pas publié, c'est pas. Enfin, je pense que si j'en parle, ils seront pas fâchés parce que ça fait de la pub pour Zoom. En tout cas, je le pense comme ça. Mais par contre, je peux pas vous donner ni les papiers, ni le code, ni rien. Avec toutes mes excuses. Super. J'en profite. Si vous avez des questions pour les personnes connectées, n'hésitez pas à le faire en live via le chat. En attendant, peut-être une dernière question qu'on avait eue en amont. Quels sont les changements importants de la taxonomie et des critères ESG qu'on peut constater et qui sont à venir? C'est une question large. Je vais essayer de l'apprendre. En fait, la taxonomie, elle a commencé par définir des critères sur le climat, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. C'était vraiment le gros enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de comment je m'adapte à un nouveau monde à plus de 2 degrés. Et en fait, elle a été, progressivement, elle est élargie donc aux autres objectifs, aux autres piliers environnementaux, tout ce qui a trait notamment à la biodiversité, la pollution, l'économie circulaire. Ça rentre en exercice à partir là du 1er janvier. Hein. Les entreprises vont devoir reporter
les contributions sur ces différents piliers avec des grosses difficultés parce que il faut à la fois contribuer à certains des piliers et en même temps ne pas nuire à d'autres, à l'ensemble des autres piliers. Et peut-être à plus moyen terme, la taxonomie un jour va être également sociale. Donc je sais qu'il y a des groupes de travail, notamment en France, qui commencent à réfléchir à quels critères on peut mettre en place que les banques devraient auxquelles les banques devraient contribuer sur le plan social. Probablement la publication CSRD que vous avez compris qui est très large et qui inclut les enjeux sociaux devrait inspirer la taxonomie. Si je peux me permettre juste un petit complément. Je vous l'ai dit pendant la présentation, le domaine est vraiment foisonnant. Moi, je l'ai vu apparaître il y a 5-10 ans, où en fait, chaque société de gestion avait son modèle et développait son truc dans son coin. La taxonomie harmonise tout ça. C'est très très bien parce que quand chacun a ses critères particuliers, en fait, vous n'avez pas d'impact vraiment très fort parce que les critères sont pas cohérents. Certains mettent plus d'impact sur une chose ou sur une autre. Donc cette harmonisation, elle est, je pense, importante en termes d'efficacité, mais aussi en termes de lisibilité, de lisibilité pour le client final. Et puis c'est important aussi, et alors là je vais faire peut-être un petit peu une vue égoïste, mais avec la taxonomie, vous allez avoir une harmonisation des données produites par les entreprises. Donc vous allez avoir des banques de données qui vont être harmonisées, qui vont être cohérentes d'une entreprise à l'autre. Et je vous l'ai dit, on a fait un papier avec Michel Ferrari il y a un an sur la féminisation des entreprises. Honnêtement, on est dans les starting blocks, on attend ces données avec impatience parce que ça va pouvoir permettre de faire beaucoup de recherches aussi. Et je sais qu'on n'est pas les seuls dans le monde académique à attendre ces données de manière, de manière très très impatiente. Donc ça va créer aussi un écosystème de recherche, d'optimisation, etc., etc. Je pense que c'est un élément qui est particulièrement important dans les années qui viennent. Merci beaucoup. On fait un petit retour sur la partie réglementaire pour Stéphanie, j'imagine. Une question est posée sur la méthodologie de mise en place des critères ESG dans une banque, en tout cas à minima. Alors, c'est au-delà du réglementaire. Ces méthodologies, elles sont très variées parce qu'il y a plein de métiers dans une banque. Comme je disais, je pense ce qui est elles sont aussi très globales. Et en fait, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs tiroirs qui sont complémentaires. Donc, ça va je développe une politique sectorielle où, en fait, je vais très précisément indiquer quel type d'activité je ne finance plus. Sur le périmètre encore que vous souhaitez financer, vous allez mettre en place des notations, des méthodes de notation ESG des entreprises. Là, pour le coup, pour faire de la sélection positive des entreprises sur les critères ESG. Et puis, il y a un troisième volet dont on n'a pas parlé, qui est, à mon avis, très, très important et de plus en plus, notamment quand vous voulez financer des entreprises en transition, c'est l'engagement. Et l'engagement, là aussi, il faut de la méthode, des super experts qui sont capables d'aller challenger les entreprises sur les engagements qu'elles ont pris, que ce soit notamment sur les sujets climatiques ou sur les sujets de gouvernance et notamment de rémunération. Ce qu'on aime vraiment comprendre quand on est côté investisseur, actionnaire, c'est
dans quelle mesure on va dire le COMEX des entreprises qu'on accompagne sont incentivés pour vraiment réussir sur les engagements qu'ils ont pris en termes ESG. Super, merci beaucoup. Euh, on approche de la fin. Il y en a quelques questions qui arrivent encore. Comment s'assurer que l'application des critères ESG ne crée pas un désavantage compétitif de l'Europe et de l'Amérique du Nord face à des pays qui n'attachent pas la même importance? Euh, alors, ouais, c'est une bonne question, ça. Si vous regardez l'IRA, qui est le Inflation Reduction Act aux États-Unis, en fait, je veux pas être trop cynique, mais j'ai passé pas mal de temps à Londres, donc j'ai un peu le cynisme anglo-saxon. Mais c'est un merveilleux instrument de protectionnisme, ce truc-là, hein, quand même. C'est-à-dire que comment ça marche de manière simple, c'est si vous êtes une entreprise, si vous investissez dans un projet vert, euh, les investissements ne payent pas d'impôts. Donc, de facto, ça veut dire que votre coût d'investissement baisse de 20 à 25%. Donc, vous subventionnez les investissements verts à un niveau monstrueux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le coût de l'investissement s'effondre aux États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Et donc, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est de plus en plus d'entreprises, y compris des entreprises européennes, qui reviennent aux États-Unis en se disant, mais là, c'est pas cher du tout. Donc, il faut faire attention à cette idée qu'une fois de plus, que les contraintes ESG sont forcément négatives pour la croissance. Si à un moment donné, l'Europe impose une taxe sur le carbone, c'est la même chose. Ça veut dire que vos importations de pays émergents qui sont faites avec des économies très carbonées, elles vont devenir très très chères parce que vous produisez beaucoup de carbone pour produire vos exportations. Et donc vous aurez intérêt à prendre des produits français, italiens qui sont moins carbonés, donc ils seront moins taxés en fait. Donc l'un n'empêche pas l'autre, d'une part, et d'autre part, si on pousse pour le SG, pour décarboner la planète, etc., etc., c'est quand même, d'un point de vue d'économie, c'est quoi? C'est il faut détruire certains, certaines usines, certaines centrales qui polluent et en construire d'autres à la place. Donc ça, c'est de l'activité par définition. Donc je pense que la réponse, alors je devrais faire une réponse beaucoup plus longue, mais si je fais 2 heures, vous allez m'en vouloir. Mais là où je veux en venir, c'est que oui, effectivement, si on impose trop de critères, ça augmente le coût pour certaines entreprises, donc ça joue en termes négatifs sur la compétitivité des entreprises. Mais il faut pas le voir uniquement sur ce prisme-là. Il y a une vue très très cynique qui est aussi de dire, ben on impose des critères carbone extrêmement stricts parce que nous on peut se le permettre, les pays développés, et c'est un moyen en fait de limiter les importations de pays. Alors honnêtement, moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça va forcer les pays très carbonés à sortir du carbone. Mais c'est aussi une mesure indirectement qui est une mesure protectionniste. Vous l'entendrez jamais ça, hein, ce sera jamais vendu comme ça. Mais de facto, c'est aussi ça. Et dans ce cas-là, ben en fait, c'est plutôt un gain en termes de compétitivité. Vous voyez. Donc là où je veux en venir, c'est que c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Euh, je vais vous faire une réponse d'économie. Ça dépend un peu. Ça dépend des cas, ça dépend des secteurs, ça dépend de la façon dont c'est fait. Mais une fois de plus, hein, l'IRA aux États-Unis, c'est très très clairement une mesure pour réindustrialiser les États-Unis aux dépens de l'Asie du Sud-Est et autres. Super, merci beaucoup Stéphane. On va peut-être faire la dernière question avant de clôturer ce webinaire. Pouvons-nous redonner les obligations réglementaires en matière finance durable du futur? Oula, 3 minutes.
Ouais, mais Une je crois que checklist. j'en ai déjà parlé, j'en ai un peu marre de faire le bad cop sur ce sujet. Les obligations réglementaires, enfin, on a discuté, je pense, des grands éléments, des grandes Mm. réglementations. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que chacune de ces réglementations évolue plutôt dans un sens Ouais, restrictif. ouais. Ouais, Probablement, en tout cas pour les gérants de fonds, il y a encore pas mal d'évolutions à attendre côté SFDR. On peut le voir positivement là aussi parce qu'il y a un enrichissement des critères, notamment sur le plan social qui est en train de se mettre en place. Et après, il y a des discussions, mais il faut bien avoir en tête que la réglementation, c'est du temps long. Donc, il y a régulièrement des annonces et tout le monde se dit, ça y est, tout va changer. Non, je crois pas. Ça va prendre du temps. L'idée peut-être d'essayer de créer des sortes de labels plus pragmatiques au sein de ces SFDR qui répondraient vraiment finalement à l'appétit des investisseurs, notamment sur le gros sujet qui, à mon avis, on doit aller beaucoup plus loin du financement des entreprises en transition. On a la réglementation pour le moment, elle a été très axée sur je finance le vert. Là, le sujet vraiment du moment, et pour arriver aux limites de réchauffement climatique, on doit absolument financer le brun, mais il faut bien le faire. Et pour ça, il faut vraiment cadrer les plans de transition climatique. C'est ce que ça commence à être fait, là, notamment CSRD, les entreprises vont devoir publier leur plan de transition climatique. Et puis, là aussi, il faut qu'il y ait un incentive côté acteurs financiers pour vraiment faire l'effort, là encore, de les suivre et de demander, d'inciter les entreprises financées, à aller plus vite. Super, merci beaucoup Stéphanie. On est sur la fin, donc on a des gens qui vous remercient dans le chat pour, ces informations, pour ce webinaire captivant et intéressant. Je tiens à Merci à remercier vous toutes les tous. personnes, qui se sont connectées. Un grand merci à Stéphane et Stéphanie pour toutes ces précieuses informations. Pour les personnes connectées, je vous propose de regarder prochainement vos mails pour avoir un peu un retour sur ce webinaire et les infos sur les parcours que nous proposons. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain webinaire sur une autre thématique d'actualité. Merci Merci beaucoup à toutes et à tous. et très Merci bonne journée. encore. Au Bonne revoir. journée à tous.